Tu devineras jamais, cette vidéo elle est sponsorisée par Oli, mais sans blague. On va pas traîner aujourd'hui, c'est tout de suite dégustation. Et c'est maintenant le... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça le goût de périph' parisien. Ça va faire une super saveur chez Oli. Aujourd'hui c'est mandarine migale. Alors j'espère plus mandarine que migale. Alors j'aime bien la mandarine. Allez, ça part sur un sniff. Oh, ça mandarine, hein. Si jamais par inadvertance vous n'aviez pas suivi les 250 autres sponsors sur cette chaîne, il s'agit d'une boisson en poudre qu'on met dans de l'eau du robinet. Hop, c'est versé. Vous voyez, j'ai versé, c'est un sachet. Et attention, on ferme le shaker avant de le secouer. Ça c'est inné ça, dès que t'as 2 ans t'es censé... Pardon, je suis un peu soupe au lait en ce moment. Alors, pardon, soupe au lit. Maintenant que c'est fermé, on secoue. Et regardez ce mouvement de secouage. Le mec secoue bien, hein. Et là on déguste. Waouh! Ah ouais, ça mandarine. J'aime bien quand ça tabasse. Oli possède 4 gammes distinctes. La gamme Ice Tea, la gamme Energy, la gamme Milkshake et la gamme Sportive Hydratation. Oli est une alternative aux soft drinks sucrés, mais la consommation est conseillée à partir de 16 ans et doit être modérée. Et avec le code SylvainLife5, c'est 5 € de réduction sur la première commande. Et avec le code SylvainLife, c'est 10% sur toutes les autres commandes. Voilà, merci à Oli pour leur soutien et bonne vidéo. Allez, soupe Oli! Histoire d'un mec qui a voulu révolutionner le monde de l'automobile, qui est pas arrivé, qui a fait faillite et qui est mort dans l'indifférence générale. Épisode 42 695 et... clap! On va encore parler d'un mec comme ça. Je sais, je suis au courant que je vous casse les bonbons avec ces histoires, c'est toujours les mêmes histoires. Alors quand même, cette fois-ci, je tiens à préciser que notre histoire implique un peu de complotisme, tu vois, sous fond de... peut-être que d'autres marques concurrentes ont essayé de le tuer. Toutes les semaines, je vous dis la même chose, j'adore. En fait, depuis l'invention de la bagnole, il y a des gens qui se sont dit, moi je vais faire mieux, je vais révolutionner le truc, et dans 99% des cas, ça se termine en faillite. Attention, il n'y a pas eu que ça. Koenigsegg, Pagani, on a quelques exemples de gens qui ont réussi. C'est la théorie de l'iceberg. Tu vois les quelques pourcents, le tout haut qui a réussi, en te disant bah quoi, c'est possible, et en général on oublie les 99 autres pourcents sous la mer, qui sont des gens qui ont échoué. Et Preston Tucker en fait partie. Aujourd'hui on va parler d'un mec qui a voulu sortir la meilleure voiture du monde. Pas genre une belle voiture, pas genre une bonne voiture, la meilleure voiture du monde. En toute modestie, bien sûr. Sachant qu'on parle aussi d'un mec qui avait jamais sorti de voiture avant, c'est-à-dire sa première voiture, c'est la meilleure. De l'histoire. Un peu boulard. Tranquille, non mais tranquille. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Preston Tucker. Et notre histoire commence le 21 septembre 1903 dans le Michigan avec la naissance de Preston Tucker. J'ai pas particulièrement d'anecdotes sur l'enfance de Preston Tucker, si ce n'est que déjà, 1, il est pauvre, mais genre pauvre, hein. Et 2, il est passionné de bagnole. Alors si, j'ai quand même une anecdote, c'est que son père meurt quand il est très jeune, avec 2 enfants et une femme. Il est mort d'une appendicite. Je me permets de faire un petit édito de la rédaction, ça arrive pas souvent, mais on a comparé pas mal de sources pour écrire cet épisode. La plupart disent qu'il est mort d'une appendicite, mais il y a d'autres sources qui disent qu'il est mort dans un accident de train. Je vous avoue, on n'a pas réussi à avoir une source fiable. On sait pas. Mais il est mort. 27 ans, 2 petits garçons, une femme, appendicite. Appendicite ferroviaire. Et malgré la mort de son père, Preston Tucker va quand même avoir une enfance plutôt normale. À un détail près, c'est un enfant turbulent. Tout est prétexte à foutre le bordel. Et ça va revenir très régulièrement. Je vais avoir pas mal d'anecdotes dans cet épisode, et ce qui est bien, c'est que ça commence très tôt, parce qu'à peine 13 ans, il vole la voiture de sa daronne. Une Ford T. En fait, il s'amuse à faire des demi-tours, des 180 pour faire rigoler les copains et faire peur aux passants dans la rue. C'est-à-dire qu'il va dans la rue avec, il va rouler avec, hein, il a 13 ans, hein, je rappelle. Hein, et il va faire des demi-tours pour faire peur aux gens. Le personnage est de façon assez régulière en dehors des clous. Et ça va le suivre même dans son premier travail. Parce que dès ses 13 ans, Preston Tucker va travailler chez Cadillac. En fait, il y a une usine Cadillac pas très loin de chez lui. D'ailleurs, il va bosser le matin en voiture. À 13 ans. Rien ne va. C'était il y a plus de 100 ans, d'accord? Et vu qu'il a que 13 ans, il va commencer par faire des petits boulots, comme apporter le café ou distribuer le courrier. Ce qu'il va faire en patin à roulette, ce qui va lui valoir d'être viré. Ce qui foutait le bordel. Ce qui percutait les gens. Et pendant son adolescence, Preston Tucker va cumuler les petits boulots jusqu'à ses 17 ans où il sera embauché dans la police. 17 ans, policier. Il a falsifié sa carte d'identité. T'avais déjà pas le droit à l'époque. Tu pouvais pas être policier sans être majeur. Falsifier sa carte d'identité, c'est déjà pas malin. Mais la falsifier pour la présenter à des policiers, ben c'est passé. Il est devenu policier. Littéralement, il est vraiment engagé dans la police, quoi. Je précise quand même ici pour l'anecdote que la plupart des gens qui rentrent dans la police, en général, c'est des gens passionnés, tu vois, tu fais ça par vocation. Pas Preston Tucker, non. Il est rentré parce qu'il veut faire des poursuites.
Accrochez-vous parce que c'est un peu rigolo, mais il est possible que quand il vole la Ford T de sa mère et qu'il fait n'importe quoi avec, il se fait de temps en temps courser par les flics. Et il a trouvé ça super marrant. Et il s'est dit, tiens, ça serait drôle que pour une fois je sois de l'autre côté et que ce soit moi qui fasse la course-poursuite. Il est vraiment rentré dans la police pour ça. Je vous ai dit, turbulent. Après, je vous avoue que celui qui dit ça, c'est celui qui jouait sur PS1 il y a très longtemps à Activision World's Scariest Police Chases, qui était une merde. Un jeu abominable. Et c'est comme ça que Preston Tucker va commencer sa carrière de policier. Enfin, carrière, il a 17 ans. Et malgré tout ça, il va quand même faire 11 mois dans la police. Et c'est sa mère qui va le balancer. 11 mois être policier sans que sa mère le capte, c'est quand même pas mal, mais surtout sa mère, quand elle a appris ça, elle a eu tellement peur qu'elle a appelé pour le balancer, disant au fait, le mec que vous avez embauché, c'est mon fils, il a 17 ans. Il s'est fait virer. T'as déjà une anecdote un peu sympa, l'anecdote encore plus sympa, c'est qu'il va re-rentrer dans la police. Juste après, avec encore une carte d'identité falsifiée. Si vous aviez trouvé le scénario d'Arrête-moi si tu peux, un peu tiré par les cheveux, Preston Tucker, hein. Et c'est comme ça qu'en 1925, Preston Tucker, qui n'a toujours pas 21 ans, re-rentre dans la police. Par contre, cette fois-ci, ça a été un petit peu plus court, parce que disons que Preston Tucker a peut-être un peu fait une connerie. Et il a percé le tableau de bord d'une voiture. En fait, à l'hiver 1925, il était en poste statique la nuit devant un endroit qu'il devait surveiller. Sauf que le problème, c'est que le moteur ne tourne pas, puisqu'il ne doit pas se faire remarquer. Sauf que le problème, c'est que du coup, il n'y a pas de chauffage. Et comme il n'y a pas de chauffage, il se caille le cul. Et je dis, tiens, ça serait marrant de faire un trou dans le tableau de bord pour que la chaleur elle remonte. Viré. Et après cette expérience un peu ratée, Preston Tucker va se marier et ouvrir une station-service. En fait, il a fait tous les rêves de l'enfant passionné de bagnole. Il a fait mécanicien, il a travaillé chez Cadillac, il a été policier pour faire des courses-poursuites et maintenant, il a une station-service. Je crois que son but, c'était tout cocher. C'est réussi. J'adore, je suis fan. Je vous le spoil tout de suite, mais l'expérience de la station-service va pas vraiment marcher et c'est seulement au bout de 6 mois que la station-service ferme. Ce qui va forcer Preston Tucker à aller travailler chez Ford. Et c'est justement chez Ford que Preston Tucker va faire la rencontre d'un concessionnaire de voitures. Concessionnaire de voitures qui est à la recherche d'un vendeur et Preston Tucker, il est super fort à ça. Le mec a une bonne gueule, le mec parle bien, le mec est drôle, le mec a la tchatch, le mec c'est un vendeur. Preston Tucker, il a la tchatch, il a ce truc et il est capable de te vendre n'importe quoi, ce qui fait qu'en seulement 2 ans, il va devenir directeur des ventes. Et c'est en 1933, alors qu'il a à peine 30 ans, que Preston Tucker va faire une rencontre capitale avec un certain Harry Miller. Et Harry Miller, sa spécialité, c'est de fabriquer des moteurs. Harry Miller, il a un avantage, c'est qu'il est très très fort en moteur. Il a un inconvénient, c'est qu'il est super mauvais dans tout ce qui est gérer une boîte ou même parler aux gens. Ce qui est l'exact opposé de Preston Tucker, qui lui sait incroyablement bien parler aux gens et faire des trous dans les tableaux de bord de voitures de police. Ça vous donne à peu près le niveau de compétence mécanique des deux. Il y en a un qui fait des trous dans les tableaux de bord et l'autre qui est motoriste. Alors après, tu cumules les deux, ça s'arrange super bien. Et c'est en 1935 que les deux vont fonder la Miller & Tucker Incorporation. De la gueule, hein? Miller & Tucker Incorporation. 0 €, dollars, rien, du vent. Oui, d'accord, ils ont fait une association et accessoirement un super nom d'entreprise, vraiment Miller & Tucker. Super. Y a rien. On va faire plein de moteurs, mais alors je sais pas quand, hein, parce que là on a pas d'argent. Là. Et alors que sur le papier Miller et Tucker n'ont absolument rien, ils vont faire une rencontre assez importante. Henry Ford. J'ai dit quoi? Assez importante? Très importante. Et c'est un peu dingue à dire, mais c'est Henry Ford en personne qui va confier à Miller et Tucker leur première mission. Et leur première mission, c'est de modifier 10 moteurs V8. Ça, Miller, il sait à peu près faire, et fabriquer une voiture de course. Va savoir comment, mais Preston Tucker s'est réellement retrouvé en charge de fabriquer la voiture de course de Ford qui va courir aux 500 miles d'Indianapolis. Et ça va foirer. Est-ce que je rentre dans le détail tout de suite? Oui, 24 tours sur une course qui en fait à peu près 200. Je rappelle qu'en 1935, Ford c'est déjà une entreprise incroyable, hein. Ford c'est déjà l'une des plus grandes boîtes de bagnoles du monde. Ils ont fait 24 tours. Il l'a pas bien pris, monsieur Ford. Et on arrive en 1937 et Preston Tucker ne va pas bien. Professionnellement, ça va pas du tout parce qu'il lance plein de trucs, mais il se lasse super vite. Ce qui fait qu'il construit jamais rien et en plus au passage, il ment pour arriver à ses fins. Ce qui en général au final lui crée des ennemis. Ce qui n'est pas idéal pour créer une carrière professionnelle plutôt saine, tu vois. Mais même au niveau de la santé, ça va pas bien puisqu'en 1937, Preston Tucker va être atteint d'une appendicite. Et c'est comme ça que Preston Tucker va se retrouver à l'hôpital, avec rien à faire. L'hôpital en 1937, à part lire le journal, il n'y a pas grand chose à faire. Et puis dans le journal, il parle de trucs qui se passent en Europe, parce qu'on est fin 1937, et apparemment en Europe, c'est un peu le bordel, ça va se taper dessus, je sais pas, j'ai pas trop compris. Il parle peut-être d'une guerre, et il voit dans le journal que les Pays-Bas cherchent à fabriquer un tank. Potentiellement parce que ça va chauffer très fort dans quelques mois. Et c'est en voyant ça que Preston Tucker va avoir l'idée, accrochez-vous, de fabriquer le tank le plus rapide du monde. Il va partir
du principe que les Pays-Bas, c'est plat. Donc si c'est plat, tu peux rouler vite. J'arrive pas à savoir si c'est un génie ou un con. Parce que là, on dirait que je blague et que je fais un raccourci, mais c'est ce qu'il a vraiment déclaré dans une interview. Et c'est comme ça que dès sa sortie d'hôpital, Preston Tucker va se mettre en tête de fabriquer le tank le plus rapide du monde. 188 km/h. Allô? Tu écoutes pas là? Si tu viens de tomber par terre, je te vois, relève-toi. Il a fabriqué un tank qui prend 188 en ligne droite. Après, je sais pas si on peut appeler ça techniquement un tank, parce que c'est quand même plutôt une sorte de gros 4x4 cube. Ils l'ont appelé le Tucker Tiger, il y a un V12 d'avion dedans, et il fait 188 km/h en vitesse max. Dans quelle réalité les mecs peuvent taper 180 sur un champ de bataille? Attention, je sais qu'un Charles Leclerc, ça bombarde, un 0 à 50 en Charles Leclerc, ça arrache tout, d'accord, ouais, l'accélération si tu veux. 188 en Vmax. Et pour l'anecdote, sachez qu'en 1939, ce prototype de tank a bel et bien été proposé au gouvernement néerlandais, qui n'ira jamais jusqu'au bout de la démarche, parce qu'ils ont été envahis avant. Pas assez rapide. Et pour l'anecdote, le prototype a aussi été présenté à l'armée américaine, qui l'a trouvé super cool, mais pas pour le véhicule. Non, ça c'est de la merde. Trop rapide en fait. En fait, 188 km/h, ça sert à rien. Enfin, déjà, premièrement, sans blague, et deuxièmement, ils ont juste trouvé la tourelle cool. Le truc en haut là, ça, ils ont trouvé ça super. Je sais pas vraiment comment s'est passé le rendez-vous avec l'armée américaine. Ils ont dû voir le véhicule, ils ont dû dire, ok, lui c'est un vrai con. Par contre, la tourelle qui tourne sur 360, ça c'est bien ça. Ça super, ça tu m'en fais 15 ça. Et c'est comme ça qu'on retrouvera la tourelle de Preston Tucker sur certains avions de l'armée américaine. Armée américaine qui d'ailleurs ne payera jamais le brevet de cette tourelle électrique. Ce qui l'amènera d'ailleurs à faire quelques années plus tard un procès à l'armée américaine pour essayer de récupérer les droits du brevet, qui lui seront refusés, parce qu'ils ont argumenté que c'était la guerre, donc réquisition, donc va te faire foutre. Et tu te dis qu'il aurait pu baisser les bras, ça fait 20 ans qu'il essaye de faire quelque chose dans le monde de l'automobile, il s'est fait des ennemis partout, il a menti partout, tu te dis peut-être qu'il aurait pu se reconvertir, faire autre chose, mais non, non, parce que Preston Tucker, il est passionné. Preston Tucker, il va réussir et il va même faire pire que ça, il va faire la meilleure voiture du monde. Rien que ça. C'est pas la modestie qu'il est tout fait. Hein. Ah ben il y croit, hein. Mais c'est bien, mais il faut. Et c'est au tout début de l'année 1946 que Preston Tucker va dessiner sa vision de la voiture. Mais quand je vous disais voiture et meilleure voiture du monde, alors j'ai pas blagué. Hein. Il y a tout. Preston Tucker, il veut une voiture qui soit sécuritaire, performante, fiable, innovante, confortable. La meilleure voiture du monde. La meilleure. Par contre, tu peux t'accrocher parce que la liste de ce qui est promis dans sa future voiture, c'est quelque chose. Hein. Phare directionnel, arceau de sécurité, pare-brise incassable, anti-vol, ceinture de sécurité, suspension indépendante aux 4 roues, frein à disque, injection et même le top de la sécurité de l'époque, le tableau de bord rembourré. Comme sur moi en cas de carton, ça fait moins mal quand tu le prends dans le... Les airbags n'existaient pas encore, c'était il y a 80 ans. Et attention messieurs dames, puisque la liste des innovations de la nouvelle Tucker s'arrête pas là, puisque je vous rappelle que la voiture va être la meilleure du monde. Et mécaniquement, la voiture va être annoncée comme incroyable. Moteur 6 cylindres à plat de quasiment 10 litres de cylindrée, l'essence coûtait pas cher à l'époque. 200 chevaux, 600 Nm de couple, conception intégralement en aluminium, arbre à cam en tête et même un système de transmission sans boîte de vitesse. Pas de boîte de vitesse. Non, Preston Tucker, il est au-dessus de la boîte de vitesse. Le concept de boîte de vitesse pour Preston Tucker, pas besoin, aucun problème. En gros, il a inventé une sorte de boîte à variation continue, un peu comme une CVT, c'est-à-dire t'as une seule vitesse qui s'étire, mais avec des convertisseurs de couple directement dans les roues. Et c'est pas con parce que ça prend moins de place et t'as pas d'arbre de transmission, c'est-à-dire que l'habitacle, il est totalement habitable. Pas mal, lui. C'est moins lourd, c'est fiable, enfin bon, sur le papier, c'est tout ce que tu veux, ça c'est pas le problème. Dans les faits, ça va être autre chose. Et tout ce que je viens de vous lister là, tout ce qui va créer la meilleure voiture du monde sera proposé à $1000 maximum, garanti par Preston Tucker. $1000 en 47, c'est environ 15 000 € d'aujourd'hui, ce qui fait qu'il veut proposer la meilleure voiture pour le prix d'une Dacia Sandero, sans trop d'options. Je sais pas si vous vous rappelez de l'épisode sur John DeLorean que j'ai sorti il y a pas si longtemps, mais c'est exactement la même histoire. C'est tout pareil. La voiture du futur qui va révolutionner l'automobile, qui sera vendue super pas cher, le mec est charismatique, le mec il est en guerre contre le monde absolu. La même, tout pareil. John DeLorean n'a rien inventé. Il y avait Preston Tucker avant lui. Peut-être que ça fait 20 ans qu'il travaille dans le monde de l'automobile, mais en attendant, on parle de quelqu'un qui jusque-là a surtout réussi à parler. Tu vois. Il a jamais rien fabriqué de ses mains et le seul mec qui sait faire quelque chose, c'est pas lui, c'est un pote à lui. Et encore, il sait faire que des moteurs. Et vu que la promesse, elle est quand même vachement belle par rapport au pédigré du gars, on pourrait se dire que finalement Preston Tucker, peut-être qu'il est un peu ambitieux. Ambitieux dans le sens menteur. Et de l'autre côté, la promesse, elle est incroyable. Je vous remets un peu de contexte, mais l'automobile américaine à cette période-là, elle est un peu pourrie. Et ce qui se passe à l'époque sur le marché, c'est que les 3 grands constructeurs américains que sont Ford, Chrysler et General Motors ne se font pas vraiment concurrence. Parce qu'à cette période-là, les constructeurs américains fabriquent des voitures qui sont très similaires, qui se ressemblent beaucoup et qui sont souvent faites à l'économie. Et c'est plutôt dangereux de faire ça puisque la concurrence pourrait venir te voler des parts de marché. Sauf qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a les 3 là, qui fabriquent à peu près les mêmes caisses, pas cher. Et puis les gens ils achètent parce qu'ils ont pas le choix. Il y a personne d'autre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? En gros,
gros, c'est pas tu choisis ta voiture, c'est tu choisis la marque de ta merdouille. Alors attention, hein, loin de moi l'idée de dire et de sous-entendre que les 3 grands constructeurs de l'époque ont une entente commerciale pour proposer des produits un peu pourris à pas cher. Ah non! Ah non! Ce serait très très grave de sous-entendre ça, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais il est possible qu'ils fabriquent tous les 3 de la merde pour que ça leur coûte pas cher, et oui, c'était de l'entente commerciale, purement et simplement. Donc quand tu pars du principe que de toute façon tout le marché est vérolé, la proposition de Preston Tucker, elle est pas mal. Je vous rappelle qu'on est en 1946, c'est la fin de la guerre et les États-Unis ont gagné. Les gens ont envie de changement, ont envie de rêver, ont envie de quelque chose de nouveau, et Preston Tucker, il tape pile au bon endroit. Parce que les gens, ils en ont marre d'acheter en boucle les mêmes caisses et les mêmes moteurs avec des voitures qui ont toujours les mêmes défauts récurrents depuis des années. Sauf que tout ça, c'est bien gentil, mais Preston Tucker, il a rien. Enfin si, il a un dessin et une liste des trucs qui veut dedans. Voilà, une liste de courses. Bravo, hein? Ah bah oui, super, hein, bah ça. Alors, il va te manquer 2-3 trucs. Commence tout de suite. Sauf que Preston Tucker, il sait 2 choses. Alors déjà, premièrement, il sait qu'il a rien, mais surtout, deuxièmement, il sait que son histoire, les gens ont envie d'y croire. Les gens à qui il raconte son projet ont envie de croire dans l'histoire de la voiture de demain. Ils ont envie de voir cette voiture naître. Et à ce moment-là, Preston Tucker, il le sait. Le truc le plus précieux qu'il a en main, c'est l'espoir des gens, c'est le rêve. Et c'est ça qui va vendre Preston Tucker, le rêve. Et pour vendre ce rêve, Preston Tucker va se lancer dans le sport automobile, alors que je vous rappelle qu'il n'y a pas de modèle qui existe. Il y a un dessin. Sauf que le pire, c'est que cette réflexion, elle est pas si bête, parce que Preston Tucker sait pertinemment que les futurs investisseurs qui pourraient mettre de l'argent dans son projet sont autour des circuits automobiles. Et le pire, c'est que ça va marcher. Et c'est encore une fois au circuit d'Indianapolis que Tucker va engager la Torpedo spéciale, qui, je le rappelle, n'a strictement rien à voir avec ce qui sera vendu plus tard, mais rien à voir. Et c'est très peu de temps après la course que Tucker va avoir le droit à un article dédié sur sa participation. Et l'article, attention, ça suce. Hein. Tucker n'a peut-être pas gagné la course, mais il a gagné l'attention du public et semé une graine d'espoir pour celles et ceux qui attendent vraiment la voiture de demain. Là, ça suce à perte. Hein. Je précise pour l'anecdote que dans cette fameuse course, il a fait 26 tours. Alors c'est mieux que les 24 avec Ford. C'est vrai, 26 tours. Hein. Boîte de vitesse cassée, retour au stand, abandon. Il a gagné le cœur de ceux qui veulent la... J'ai une autre anecdote, mais je sais pas vraiment quoi en faire, alors je vous la donne quand même, mais quand il allait sur les circuits, il donnait aux gens des goodies, genre comme si la marque existait déjà, alors que je vous rappelle que c'est du... courant d'air ici, hein. Et il allait même jusqu'à donner des cartes de Noël. Cartes de Noël Tucker. C'est ça qui m'en fout, en fait. La voiture existe même pas. Il y a même pas d'usine pour fabriquer la voiture et il distribue des cartes de Noël Tucker. Et bah, ça va marcher. Je sais pas comment il s'est démerdé et effectivement, le mec devait avoir une sacrée tchatche parce que visiblement, la stratégie des cartes de Noël, ça marche. Et c'est au bout de quelques mois seulement que Tucker commence à avoir une petite notoriété. En fait, il suffit de faire ça, c'est tout. Il y a plein de gens qui rêvent de percer sur Twitch et sur YouTube tous les jours. Distribuer des cartes de Noël, c'est tout. Tu fais un dessin, tu viens sur un circuit, tu fais le pit, tu donnes une carte de Noël, ça y est, t'es connu. Vraiment, je suis terrifié de comment ça a pris. Et d'un côté, tu pourrais dire que le mec a quand même réussi le braquage du siècle. Le mec a réussi à vendre à tout le monde un projet qui pour l'instant n'est qu'un morceau de papier. Et ça va continuer. Parce qu'à force de rencontres, de rendez-vous, de promesses et de tchatch, Preston Tucker va devenir super pote avec le président des syndicats automobiles américains. C'est-à-dire littéralement la personne qui décide. Tout simplement. Et ça tombe bien puisque ce fameux directeur des syndicats cherche un repreneur pour une usine. Et c'est en juillet 1946 que Preston Tucker va se retrouver directeur d'une usine automobile. Il l'a fait! Sur du vent, mais il l'a fait! Quand je vous dis que l'histoire est exceptionnelle, elle l'est. On parle de quelqu'un qui s'est battu depuis plus de 20 ans pour y arriver. On parle de quelqu'un qui va révolutionner l'automobile américaine. Il a une usine! Le mec est parti de rien et il a une usine! Alors, faut voir la gueule de l'usine. Oui, parce que tout n'est pas rose dans l'histoire. Je viens de vous dire à l'instant qu'il cherchait un repreneur à l'usine, c'est-à-dire qu'elle est pas gratuite cette usine, pas du tout. Parce que cette usine, il l'a eu en échange de promesses et d'engagements. Cette usine, c'est une immense dette. Et l'usine, elle est pourrie. Genre vraiment flinguée. Parce que juste avant que Preston Tucker hérite de l'usine, avant c'était Dodge qui était dedans. Et Dodge, ils sont repartis avec tout ce qu'il y avait dedans. Du coup, il a une usine, mais juste au sens hangar. Et c'est vide. Voilà. Bonne chance, hein. Ah oui, aussi, alors je sais pas si c'est important comme détail, mais je vous le donne, mais il a eu cette usine en échange de la promesse d'embaucher 10 000 personnes. J'ai l'impression que c'est important. Oui, c'est un détail important, c'est ça, il fallait vous le dire, ouais. Oui, Preston Tucker a peut-être eu une usine qui, en l'occurrence, est plutôt un hangar désaffecté qu'une usine fonctionnelle, mais bref, en l'échange d'une promesse auprès du gouvernement américain. Est-ce que vous commencez à sentir venir la merde? Parce que moi, oui. Est-ce qu'on se dit qu'il a gagné une super usine ou un super problème? Parce qu'il a toujours $0.
Et c'est cool, hein, je suis vraiment content pour lui, il a gagné une super usine. Mais le deal n'inclut pas d'argent. Il a une usine et pas de thunes. Moi, à sa place, je ferais des petites nuits, hein, vraiment. Là, moi, à sa place, je dormirais pas. Hein. Et c'est quasiment dès le début de cette aventure que ça va commencer à attirer l'attention de la SEC, la SEC. La SEC, c'est littéralement le gendarme financier américain, c'est-à-dire que dès qu'un truc bizarre financier est fait aux États-Unis, c'est ces gens qui viennent mettre le nez dedans. Et ils vont venir mettre le nez dedans. Direct. C'est pas compliqué, ça a duré 3 semaines avant qu'ils viennent mettre le nez dedans. Parce qu'effectivement, vu d'ici avec un peu de recul, il y a peut-être un moment où t'as des lumières qui s'allument, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient de braquer la banque. Hein. Personne n'a l'air de capter. Il vient de braquer une usine, le gars. Hein. Surtout que Preston Tucker va pas arranger son cas, puisque je vous rappelle que Preston Tucker, il a pas de thune. On est en 47. Il est né en 1903, il y a toujours pas une trace de thune dans l'histoire. Dans toute la lignée du truc, dans tout le pédigré du bordel, il n'y a pas une trace de pognon. Sauf que je vous rappelle que Preston Tucker vient de s'engager personnellement à embaucher 10 000 personnes. Il va les payer comment, les 10 000 personnes? Et pour trouver l'argent, Preston Tucker va faire ce qu'il sait faire de mieux. Vendre du vent. Et c'est un peu ouf à dire, mais pour trouver de l'argent rapidement, il va commencer à vendre des trucs en avance. Et alors attention, c'est pas compliqué, chez Tucker, il y a tout qui est à vendre. Il va vendre des franchises pour donner le droit futur aux gens de vendre des voitures de la marque. Il va vendre des lots de voitures avec parfois jusqu'à 100 voitures. Il les vend par paquet de 100. C'est plus facile à vendre directement. Et il va même aller jusqu'à vendre des accessoires pour sa future voiture, qui existe toujours pas. C'est comme si je te vendais une coque d'iPhone 20 en te disant t'inquiète, quand il sortira, tu l'auras déjà. Tu sais même pas s'il va exister le truc. Alors au moins t'auras la coque. C'est pas la forme qu'il aura, tu sais pas si ça collera, mais au moins tu l'as. Faut bien s'imaginer quand même qu'il est allé jusqu'à vendre des places de la file d'attente de l'achat de la future voiture. C'est-à-dire qu'il a même pas vendu la voiture, il a même pas vendu un accessoire, il a vendu la place dans la file d'attente. Avec la promesse qu'il y aurait tellement de demandes que la place dans la file d'attente, vous pourriez la revendre plus cher plus tard. C'est-à-dire qu'il a même vendu des espèces de produits d'investissement dans un truc qui n'existe pas. Et forcément, vous vous doutez bien que ça va commencer à attirer l'attention. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on est au stade de l'épisode où en fait on n'arrive pas vraiment à savoir ce qu'est vraiment Preston Tucker. D'un côté, on peut se dire que Preston Tucker est clairement un marchand de tapis, parce que quand tu vois ses pratiques commerciales, franchement ça peut faire douter. Mais de l'autre, le truc c'est que Preston Tucker, c'est un vrai passionné, et le mec, je pense qu'il était sincèrement convaincu qu'il allait y arriver. Il y a vraiment un monde dans lequel c'est absolument pas de l'arnaque, c'est juste le rêve d'un mec qui est peut-être un peu ambitieux, et qui est prêt à vendre sa mère pour y arriver, c'est vrai. Sauf que vous vous doutez bien que la SEC, c'est-à-dire l'organisme de régulation des finances, donc l'inverse de la passion, pense plutôt que Preston Tucker, c'est plutôt l'arnaque quand même. Hein. Et c'est comme ça que Preston Tucker va commencer à recevoir un petit courrier en mode bonjour, on aurait besoin de quelques justificatifs, comme ça. Et après les courriers, il y a eu les coups de fil à base de bonjour, bah écoutez, on vous a donné une usine de bagnole et pour l'instant, bah on voit toujours pas de bagnole, donc si vous auriez quelques justificatifs, savoir où part l'argent, tout ça, on se rappelle. Et après les coups de fil, t'as les visites en mode bonjour, c'est la SEC, on vient voir si ça avance, comme ça, si ça se passe bien, parce qu'en fait, on voit toujours pas de bagnole sortir. Et les visites à l'usine de la SEC, elles vont commencer à devenir régulières, très régulières. D'ailleurs, pour l'anecdote et pour se donner l'air sérieux devant les inspecteurs de la SEC, Preston Tucker engageait des secrétaires qui étaient là pour répondre au téléphone d'appels invisibles. Elles passaient leur journée à décrocher le téléphone, à dire un truc du genre bonjour, Preston Tucker Incorporation, tout ça, alors qu'il y a rien. Et on arrive en 1947 et Preston Tucker commence clairement à avoir la pression. Pression du gouvernement, de la SEC et même des clients qui ont mis beaucoup d'argent dans cette histoire, alors que pour l'instant, je rappelle qu'il n'y a toujours pas de voiture qui existe. Et justement, c'est ça le problème. Ils ont pas de voiture. Et c'est à partir de ce moment-là que Preston Tucker va vraiment mettre en priorité numéro 1 la fabrication d'un prototype. Il faut quelque chose à montrer aux gens. Là, voilà. Allez, là, c'est bon, vous l'avez vu, vous ne cassez pas les couilles, voilà, c'est bon. En gros, il veut faire ça. Sauf que la fabrication d'un prototype va poser un petit problème, parce que Preston Tucker, il s'est engagé sur plein de trucs, potentiellement impossibles à tenir. Je vous rappelle quand même que Preston Tucker avait promis quelques années avant de faire un moteur maison inédit révolutionnaire. Il a pas de thunes. Comment tu fais? T'es obligé de présenter un truc qui a le moteur que t'as promis. Sinon, ça va se voir que tu mens en fait. Je vous rappelle que quelques années avant, Preston Tucker avait promis de sortir un mode de transmission révolutionnaire sans boîte de vitesse, qui, physiquement, ne marche pas. Preston, calme-toi s'il te plaît. Sur le papier, je sais que t'en as très envie. Mais c'est pas parce que t'en as envie que ça marche. Ça marche pas. Et d'un côté, tu peux te dire au pire, c'est pas grave, tu présentes une maquette vide, sauf que Preston Tucker, il s'est pas engagé à ça. Non, Preston Tucker, il a trop parlé. Et il est possible que Preston Tucker
Tucker se soit peut-être engagé à la meilleure présentation de bagnole de l'histoire de l'automobile. Encore. Il est possible que Preston Tucker se soit engagé à ce que sa voiture atteigne une grande vitesse le jour de sa présentation. On n'a toujours pas de moteur, hein, les gars. Hein. Et on arrive au moment où Preston Tucker se retrouve face à face avec ses promesses, parce que Preston Tucker, il s'est peut-être un peu trop engagé. Et il s'est tellement engagé loin que s'il présente une maquette vide qui roule pas, déjà il va avoir l'air d'un con, mais surtout, ça va se voir qu'il ment. Et nous sommes le 19 juin 1947. Jour qui est plutôt important dans l'histoire de Tucker, puisque c'est littéralement le jour de présentation du prototype. Et il est horrible. Le prototype qui sera présenté ce jour-là s'appelle la Teen Goose, autrement dit, loi en tôle. Là, je peux vous dire que le soir du 19 juin 1947, Tucker a mis les petits plats dans les grands. Ils ont loué une salle immense et invité 3000 personnes, dont des investisseurs qui ont déjà mis de l'argent, des membres du gouvernement, des membres de la SEC et les plus grands journalistes de l'époque. Et la voiture est une abomination. Ce qui s'est passé, c'est que les semaines précédant la présentation, les ingénieurs de Tucker ont essayé d'appliquer le dessin qu'avait décidé Preston Tucker. Dessin qui n'est techniquement pas possible. Ça marche pas. Genre les proportions, les mesures, ça ne marche pas. C'est pas possible. Je pourrais aussi vous parler du fameux moteur tout en alu qui était censé être révolutionnaire, qui encore une fois ne marche pas. Attention, ils en ont effectivement fabriqué un prototype qui marche pas. En fait, le problème, c'est qu'une fois qu'ils l'ont fabriqué, ils se sont rendus compte que le moteur avait tellement de frottement et de résistance à l'intérieur qu'il fallait plus de 60 volts pour le démarrer. Rappel, une voiture normale, c'est 12 volts. Et le tout petit problème qu'ils ont actuellement, c'est que ces 60 volts, ils arrivent par un câble pour une voiture qui est censée prendre de la vitesse pendant la présentation. Et vous vous en doutez, mais bien sûr, le système de transmission révolutionnaire marche pas non plus, c'est-à-dire que quand ils mettent la marche avant, la voiture elle fait juste des à-coups comme ça là. Et il n'y a pas de marche arrière, elle recule pas. Et on arrive au fameux jour de la présentation et la voiture n'est pas prête. L'anecdote que je trouve assez sympa, c'est que les ingénieurs de Tucker ont trouvé un moyen de faire démarrer le moteur sans le câble. Ils ont mis plus d'une tonne de batterie à l'intérieur. Alors, ça marche, mais ça a pété le proto, parce que c'était trop lourd. Au total, ça faisait 3 tonnes. Faut quand même se projeter sur le fait que 10 minutes avant d'ouvrir le rideau, 10 minutes, il y avait encore des gens qui faisaient de la soudure sur la voiture parce qu'elle se pétait la gueule. 10 minutes. En vrai, c'est fort. Mais Preston Tucker, il se dégonfle pas. Non, non, Preston Tucker, c'est le jour qu'il attend depuis sa naissance. Preston Tucker, c'est son soir. Et là, attention, c'est le show. Champagne, orchestre, paillettes, jolies filles, lumière, il y a tout qui est réuni. C'est littéralement l'image que tu te fais d'une soirée de présentation futuriste de 1947. Faut que ça brille. Et je rappelle que la voiture est une épave. La voiture était en train d'être soudée 10 minutes avant l'ouverture du rideau. Et bah le show, il marche un peu. Les gens sont contents, les gens applaudissent, les gens sont un peu bourrés aussi. Bon, ça aide. Et les gens sont ravis de voir que la voiture démarre devant tout le monde. Elle démarre. Alors elle roule pas. Non, ni en marche avant ni en marche arrière, elle roulera pas, elle restera statique. Mais elle démarre et casse les oreilles à tout le monde. Parce qu'ils ont pas eu le temps de mettre un silencieux, donc autant te dire que le 9 litres et quelques, il est en ligne full tube dans la salle. Anecdote drôle, mais la tonne de batterie qui était à l'intérieur pour la faire démarrer suffisait à faire démarrer la voiture une fois. Et comme ils savent que s'ils éteignent la voiture, ils peuvent plus la redémarrer, ils décident de la laisser allumer. Mais je vous rappelle que cette voiture est un prototype, qui a un système de refroidissement qui n'est pas fini. Donc la voiture commence à chauffer et commence à fumer en pleine présentation. T'as même la fille de Preston Tucker qui va casser une bouteille de champagne sur la voiture et abîmer le pare-choc avant au passage. Incroyable. Non mais c'est incroyable. Tout ça pour dire que la soirée est un fiasco. Mais un fiasco qui a de la gueule. Peut-être parce que les gens étaient bourrés, encore une fois. Peut-être. Et si une bonne partie des spectateurs est complètement conquise par le show qu'a proposé Preston Tucker, dans l'ensemble, les vrais professionnels se font pas avoir. Et c'est seulement quelques jours après la présentation que commencent à tomber les premiers articles dans la presse qui sont... incendiaires. Salut Preston. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en première page d'un grand magazine américain. Voilà, donc ça c'est trop cool. Mauvaise nouvelle, le titre c'est Tucker, la supercherie. Je pense qu'il fallait ramener encore plus de gens. Si tout le monde était ivre-mort, on n'en serait pas là. Je pense pas vous surprendre en vous disant que Preston Tucker l'a un poil mal pris cet article. Et justement, il va y répondre d'une façon... Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en gros, il s'est acheté une pleine page de pub dans ce même magazine une semaine après, où il fait un grand texte en disant que c'est la faute des 3 constructeurs américains concurrents. Traduction, c'est un complot. Je suis pas super fan des thèses complotistes, mais il y a quelques arguments qui peuvent s'entendre. Pourquoi pas? Le fait que la SEC est sur son cul depuis le jour de l'ouverture de l'usine, le fait qu'il a du mal à trouver des fournisseurs alors que les autres constructeurs ont aucun problème avec ça, le fait que les journalistes sont ultra sceptiques à propos de son projet, on va dire que sa défense, elle est pas... Quand même, la voiture, elle a fait sursauter le premier rang, donc bon... Et à ce moment-là, Preston Tucker a plus le choix, il faut sortir des bagnoles. Et pour le coup, je dois reconnaître qu'ils vont relever la barre de façon spectaculaire. Ok, la transmission révolutionnaire, elle marche pas, on la remplace par une boîte de vitesse classique. D'accord, c'est bon, t'es content?
content, ça marche. Point. Et ils vont faire pareil avec le moteur qui sera remplacé sur le modèle de série par un flat 6 d'hélicoptère. Oui. Oui. Pour le coup, ils avaient pas le choix parce qu'ils s'étaient engagés à mettre un 6 cylindres à plat. Donc déjà, il fallait que ça ait la gueule du prototype si possible. Et surtout, c'est la seule architecture qui rentre sous le capot. Et le seul truc qu'ils ont trouvé, c'est un moteur d'hélicoptère. 5,5 litres, 150 chevaux. Après, ça marche, hein. Je vous rappelle que l'essence était pas chère. Et c'est à la fin de l'année 1947 que sort enfin le modèle de série, la Tucker 48. Regarde-moi la gueule que ça a, c'est un truc de fou. L'arrière avec les 6 trompettes d'échappement est incroyable, l'œil de cyclope en plein milieu qui est incroyable. Je trouve cette voiture d'une coolitude. Elle est incroyable. Bon, alors d'accord, c'est vrai que l'injection, les freins à disque, le moteur évolutionnaire, tout a été... Bon, accessoirement, la voiture est passée de 1 000 $ à 4 000 $, c'est-à-dire de 15 000 € à 60 000 €. Du coup, j'avance un peu dans l'histoire, mais en 48, ils ont fabriqué à peu près une trentaine de voitures. Alors les gens sont plutôt contents, mais c'est pas non plus la révolution de l'année, parce que c'est un peu loin de ce qui avait été promis, mais bon, ça va quoi, c'est pas nul. Je l'ai payé 60 000 balles au lieu de 15. Bon, pour rappel, après la présentation catastrophique en 47, la SEC l'avait un peu en travers. Et il est possible que la SEC ait ouvert une enquête. Et que l'enquête ait mené à l'arrestation de Preston Tucker le 10 juin 1949. Pas une blague, prison. Il a arrêté, sur le champ. Lui et 7 cadres de l'entreprise. Et le truc marrant, c'est qu'on leur a pas dit de quoi on les accusait pendant leur arrestation. Donc ils se sont dit, bon, bah c'est pas grave, ça doit être pour discuter, je pense. 31 chefs d'accusation, 155 ans de prison requis. Par personne. Alors c'est pas compliqué, il l'a accusé de tout. Fraude fiscale, détournement d'argent, violation des règles boursières, enfin c'est pas compliqué. Il y a la totale, bah il y a 155 ans à un moment. Tu vas mettre un petit moment avant de sortir, hein. Le procès s'ouvre le 4 octobre, jour de la fermeture forcée de l'usine Tucker, et justement, ça va poser pas mal de questions. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière dans l'histoire et que Preston Tucker peut sembler être un arnaqueur, dans les faits, il est quand même super bizarre ce procès. On est venu les chercher chez eux pour les arrêter, ils ont été incarcérés sans même savoir de quoi ils étaient coupables, et il faudra attendre le 4 octobre pour enfin connaître ce qu'on leur reproche. Ok, le mec est peut-être pas tout clean dans l'histoire, mais c'est pas Pablo Escobar non plus, tu vois. Le procès va durer 4 mois et va être l'un des procès les plus médiatisés de son époque. Et c'est pas compliqué, il y a eu des rebondissements dans tous les sens. Par exemple, il y a un mec qui s'est pointé au tribunal comme étant un témoin clé de l'affaire et qui pouvait faire tomber Tucker sur sa simple déclaration. Mec qui est venu tous les jours bourré au tribunal, c'est-à-dire qu'il était tellement bourré qu'il pouvait même pas témoigner. Mais ça, c'est des trucs que tu vois jamais, c'est un truc de film, ça. T'as un autre mec qui est venu témoigner en disant qu'il avait perdu énormément d'argent dans l'histoire Tucker et qu'il se sentait escroqué. Sauf que ce mec a bel et bien reçu la voiture qu'il avait commandée. Et il est venu au tribunal avec. C'est un film, c'est un film. Et à la fin des 4 mois de procès, on se retrouve encore avec la même question. Est-ce que Tucker est un escroc qui a détourné de l'argent ou est-ce que Tucker est un rêveur avec les yeux plus gros que le ventre? Et la réponse sera donnée le 22 janvier 1950 où Tucker est déclaré non coupable. Pendant les 4 mois qu'ont duré le procès, l'accusation ne prouvera jamais que Preston Tucker a sciemment détourné de l'argent. Alors il y a la photo avec sa femme, là il l'embrasse, il lui met une méga galoche, là, la galoche de la victoire on appelle ça. Et Preston Tucker ressort de cette histoire acquitté. Ruiné sans usine avec une réputation de merde, mais acquitté. Ouf! On a échappé belle, hein? Et même si en soi le procès est terminé et que Tucker est acquitté, dans les faits, on sait toujours pas. Est-ce que Tucker était un escroc? Est-ce que c'était un rêveur? Est-ce qu'il y a réellement un complot derrière? C'est pour ça que je vous dis pas les complots sur cette chaîne, parce que je sais qu'ils écoutent. Qui? Bah vous savez. Je le dis pas trop fort. Je pense que c'est un coup des lobbies de la roue ronde, voilà. Encore. On était sûr. La roue carrée, ça marche très bien, voilà. Ils veulent pas que ça se sache. Et le truc que ça a créé cette histoire, c'est que Tucker ressort de ce procès comme une sorte d'icône. Beaucoup de gens ont vu en Tucker le mec qui a voulu révolutionner l'automobile et qu'on a étouffé de force, le mec qui a été pris par le système. Et même s'il a souvent été dépeint comme un menteur, ce qui en soi est pas forcément très faux, dans l'ensemble, il a quand même une cote de popularité qui est ok, en tout cas suffisante pour continuer à travailler dans l'automobile. Dans les années qui vont suivre, Tucker va essayer de se relancer dans l'automobile, notamment en proposant un projet de voiture révolutionnaire au Brésil, et même en proposant un schéma de la nouvelle Tucker, la Tucker des années 50, qui est encore mieux que celle d'avant. Là aussi, c'est qu'un dessin, mais ça, t'inquiète, ça va arriver. Et malgré tous ces beaux projets qui auraient pu aider Tucker à laisser ses histoires derrière lui, il n'arrivera jamais à réunir les fonds nécessaires et les projets tomberont aux oubliettes. Il retournera au Brésil une dernière fois en 56 et il sera diagnostiqué à son retour d'un cancer du poumon incurable. Et il succombera le 26 décembre 1956 d'une pneumonie. L'histoire se termine un peu tragiquement et même si aujourd'hui on parle plus tous les jours de Tucker,
dans l'ensemble, la marque a quand même laissé des traces. Par exemple, le phare directionnel à l'avant est quelque chose qu'on retrouvera des années plus tard chez plein de constructeurs. Et c'est encore aujourd'hui reconnu comme une amélioration notable de la sécurité en voiture. La sécurité passive avec les ceintures, les vitres incassables ou encore le tableau de bord rembourré. Non, quand même, on est passé à autre chose. Mais à l'époque, c'était bien. Et même les solutions techniques qui semblaient un peu folles sur le papier ont été retenues quelques années plus tard chez d'autres constructeurs. La Chevrolet Corvair, par exemple, avec son flat 6 à l'arrière, ça vient directement de chez Tucker. Peut-être que Preston Tucker n'a rien inventé et peut-être que sa voiture n'était pas révolutionnaire, mais en attendant, il a quand même marqué l'histoire de l'automobile. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'histoire de Tucker, sachez qu'il y a un film qui est sorti en 1988 qui est un biopic de l'histoire de Tucker, réalisé par Francis Ford Coppola et George Lucas. Biopic franchement pas mal, qui est même noté 6,9 sur IMDb, quand même, pas mal. Même si je vous invite quand même à prendre un poil de recul puisque l'histoire est romancée et à l'intérieur, Tucker c'est Captain America. Il a rien fait, c'est les autres qui sont méchants. Après je comprends, fallait raconter la belle histoire, c'est David contre Goliath, c'est le mec qui se bat contre les géants, on l'a tué, il a rien fait. Bon, il a quand même menti sur sa carte d'identité pour entrer à la police, d'emblée ça partait mal, certes. Et je vais terminer cet épisode sur une note voiture, quand même. Est-ce qu'on peut acheter une Tucker 48 parce que la caisse elle est sacrément cool? Non, ça vaut plus d'1 million d'euros. 47 exemplaires restant dans le monde, les 3/4 dans des musées qui sont pas à vendre, les 2-3 qui se sont vendus dernièrement, c'est au-dessus d'1 million. Vous pouvez la jouer sur Drive Beyond Horizon, elle est dedans. Et moins cher du coup, c'est seulement quelques euros le jeu. Après vous l'avez pas en vrai. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et j'espère que l'histoire de Preston Tucker vous a plu. Je suis fan, pas de tout, mais je suis fan. Et j'en aurai jamais une. Je suis fan quand même. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important et ça soutient vraiment la chaîne. Le petit pouce, le commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis gros bisous! Juste déjà, phonétiquement, Preston Tucker, ça a la classe. T'as acheté quoi? Une Tucker! Ah, sympa. T'as acheté quoi? Une Levi? Une Levi, c'est forcément une merdouille en plastoc, genre une Citroën Ami, tu vois.